De retour pour le dernier talk de ce e-commerce Connect. Je ne suis pas seul pour ce dernier talk. Je suis accompagné de Arthur Bonnecarrère de Once. Bonjour. Salut, ça va? Ah bah écoute, ça va, on est heureux de te recevoir aujourd'hui. Alors dis-nous un petit peu de quoi tu vas nous parler pendant voilà, à peu près une demi-heure, 40 minutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le headless. Ah, le headless. Le headless. En une phrase, qu'est-ce que c'est? En une phrase, le headless, c'est une architecture pour le e-commerce qui te permet de séparer la logique back-end de la logique front-end. Sujet important et sujet qui peut paraître technique. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à utiliser le chat qui est mis à votre disposition. N'hésitez surtout pas, nous on pourra lui reposer des questions du coup à Arthur. Je pense que tout est dit. On est ici dans le salon Hoche, pardon, toujours dans la salle du Trocadéro. Et on te regarde, mon cher Arthur, et on t'écoute. Yes, merci. Donc, bonjour à tous qui me regardaient à distance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du headless et vous expliquer dans des mots simples à quoi ça correspond et pourquoi c'est un enjeu qui est important pour 2022. Alors, bon, je ne vais pas vous dire un petit mot sur moi, mais simplement si à la fin de la conférence, vous voulez m'envoyer un message, vous avez mon LinkedIn, je vous enverrai la présentation. Alors le headless, qu'est-ce que c'est que le headless? Donc je voulais vous demander à la base ce que c'était le headless, mais comme j'ai pas le chat en direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la prochaine slide et puis vous garderez vos questions pour la fin, si j'ai bien compris, et on pourra y répondre à ce moment-là. Alors déjà, pour comprendre ce que c'est le headless, il faut déjà comprendre quelle est l'approche traditionnelle. Donc l'approche traditionnelle, ça correspond aujourd'hui à Shopify ou encore WooCommerce, que vous devez utiliser normalement quand vous faites votre site et que vous commencez à rentrer dans le secteur du e-commerce. Comment ça s'organise? C'est très simple. Vous avez d'une part le contenu, votre database, vos différents plugins que vous pouvez avoir si vous utilisez Klaviyo ou n'importe quel plugin, et la partie front-end. La particularité, c'est que tout est géré au même endroit. Donc, quand vous allez rajouter, par exemple, un produit sur Shopify, vous allez aller directement dans l'interface, vous allez rajouter un produit, et finalement, ce produit va directement être disponible sur votre store. Donc, tout se passe au même endroit. Le contenu également est géré à ce niveau-là. Donc, quand vous allez créer une nouvelle page, même pour un blog, par exemple, le contenu est directement géré dans l'interface de Shopify. Donc tout est géré au même endroit. L'ADB est géré par Shopify. Les plugins sont gérés par la plateforme Shopify. Et donc le front-end, la partie visuelle, est également géré par Shopify. Ce qui se passe, c'est que dans cette approche traditionnelle, en général, quand on va avoir besoin de créer une expérience sur mobile, on va utiliser la méthode responsive pour faire ça. Donc voilà, donc tout est géré au même endroit et finalement tout est délivré en un seul front-end. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle, mais on peut se rendre compte qu'il peut y avoir des limitations par rapport à cette approche. Et donc par exemple, une d'entre elles, on peut très bien imaginer que demain on a besoin de créer une application mobile. Créer une application mobile sur Shopify, c'est pas évident. C'est pas évident, il y a des challenges parce qu'en fait c'est rigide, il y a des contraintes techniques qui font que c'est pas évident de faire ça. Après, il y a des sujets qui sont liés aussi à la performance, évidemment. On se rend bien compte que Shopify atteint des limites aujourd'hui d'un point de vue de la performance. Quand on parle à beaucoup de e-commerçants qui commencent à grossir, c'est un des premiers sujets qui ressort, c'est mon site, il est lent en fait. Et enfin, un dernier point, c'est que ces plugins dans cette approche traditionnelle peuvent très bien fonctionner, on va dire dans un premier temps, mais quand on commence à avoir des besoins un peu plus pointus, et notamment quand on a besoin de customiser son parcours d'utilisateur, on se rend compte que c'est très difficile de customiser comme on le souhaite son parcours utilisateur. Donc voilà, donc ça c'est un peu, on va dire, l'approche one size fits all et l'approche traditionnelle de la plupart aujourd'hui des providers qu'on appelle monolithiques. Alors, le headless concrètement,
qu'est-ce qui se passe par rapport à l'approche traditionnelle? C'est assez simple. En fait, on va faire un découplage. Un découplage, c'est quoi? C'est une séparation. Okay, donc c'est assez simple. Une séparation entre la partie visuelle. Donc ça va vraiment être votre site, la partie front-end, de la partie back-end. Okay, donc là, vous allez gérer vos stocks, par exemple, et également le contenu. Donc quand on découpe, en fait, on va avoir recours à plusieurs services. Donc pour la partie back-end, donc la partie headless, on va avoir typiquement un service pour le contenu. On va avoir également des microservices pour tout ce qui est lié au paiement ou aux souscriptions, ou même quand vous avez besoin d'avoir des apps tierces qui sont liées donc au back-end, comme Gorgias par exemple, que vous devez sûrement connaître. Et donc on sépare ça de la partie front-end, donc de la partie visuelle. Et donc là c'est vraiment votre shop, c'est vraiment la partie visuelle de votre boutique. Je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez bien la différence d'architecture, qui n'est pas très compliquée finalement. Si on regarde par rapport à deux slides juste avant, qu'est-ce qui change? Finalement pas grand-chose, si ce n'est que le contenu va être géré d'un côté, le back-end, c'est-à-dire l'ADB, et finalement les différents codes d'API vont être gérés par un service en particulier. En revanche, ce qui change, c'est que du coup, on va avoir des services différents pour chacun de nos services front-end. Donc typiquement, si on a besoin d'avoir un client pour la partie desktop, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. On peut choisir une techno en particulier et on peut choisir de se reposer sur une techno différente. Par exemple, si on a besoin de faire une application mobile. Donc c'est ce qui va offrir notamment de la flexibilité dans vos différents choix de techno. Donc c'est vraiment la seule différence finalement, c'est qui possède la partie front-end. Sur Shopify, donc c'est eux qui possèdent la partie front-end, et dans une architecture headless, vous reprenez possession de ce sujet-là. Et vous avez plus de flexibilité dans le choix de vos technologies finalement. Ce qui est intéressant de se poser, c'est finalement, comme question, pardon, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce que cette architecture va apporter, qu'est-ce qu'elle va permettre par rapport à l'approche traditionnelle. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif pardon, dans un tableau en prenant le cas du CMS. Donc, le CMS, c'est le Content Management System. Donc, c'est là où vous allez gérer votre contenu. Donc, auparavant, vous gérez tout sur Shopify. Tout le contenu est géré directement à l'intérieur de Shopify. Si vous passez par une approche headless, vous pouvez très bien vous dire, je vais passer par un service tierce, donc par exemple Contentful qui est un des plus gros. Et donc, on va avoir une approche qui va être différente lorsqu'on va avoir besoin de créer, par exemple, une nouvelle page ou une nouvelle landing page. Donc, ce qui va différencier notamment, c'est toute la partie hosting, d'une part. Tout est géré par Shopify d'un côté, quand vous êtes dans une approche traditionnelle, versus là, c'est vous qui allez avoir la main mise dessus et vous allez pouvoir finalement stocker cette donnée où vous le souhaitez dans le cloud. Le deuxième gros point, c'est que dans une approche traditionnelle, on va être limité d'un point de vue finalement des clients qu'on peut utiliser. Donc je parle de cette fameuse application mobile, mais c'est quelque chose qui est assez flagrant parce que sur Shopify, c'est pas évident à mettre en place, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Quand on va avoir une approche headless, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir échanger avec sa base de données et donc de pouvoir construire une application mobile, par exemple. Une des grosses différences également, c'est que le contenu va être géré au même endroit. Donc, sur Shopify, le contenu, c'est ce qu'on appelle du one-to-one, c'est-à-dire que vous allez changer typiquement une page produit, ou vous allez changer le contenu sur un de vos blogs. Ça va être changé à un seul endroit. Alors que dans la nouvelle approche, vous allez par exemple changer la description, le copywriting d'un de vos produits sur Contentful, et ça va avoir une répercussion sur l'intégralité
de votre plateforme sur lequel vous délivrez de ce contenu. Donc vous changez à un endroit, mais ça change dans tous les endroits où vous délivrez ce contenu. Après, au niveau du workflow également, on va avoir waterfall versus agile, etc., etc. Donc voilà, donc c'est simplement pour vous montrer que on est vraiment dans une approche qui est vraiment différente d'un point de vue du mindset. Et c'est pas uniquement un nouveau choix de technologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être beaucoup plus agile dans sa façon d'itérer et dans sa façon de concevoir les choses. Alors, pourquoi on devrait penser au headless pour son store concrètement? Donc il y a plusieurs drivers pour ça. Moi je les résume en 3. Le premier, c'est la flexibilité. Donc ça, vous l'avez bien compris. C'est facile, vous pouvez choisir tous les services que vous le souhaitez, libre à vous-même. Et donc ça vous offre une réelle flexibilité. Vous n'êtes plus contraint de passer par Shopify, et donc on ne vous impose pas une technologie, c'est vous qui en faites les propres choix et c'est vous qui faites les choix des différents services. Le deuxième driver, c'est l'expérience utilisateur. Quand on sent qu'on arrive dans des limitations par rapport à Shopify, et donc notamment nous, il y a une des personnes avec qui on travaille qui a eu des limitations fortes sur la partie funnel d'acquisition avec un achat sous forme de souscription. C'est assez difficile d'avoir une expérience customisée sur Shopify. Et donc là, on voit tout de suite qu'on est confronté à des limites par rapport à ça. Et donc ça doit vous faire réfléchir à aller sur le sujet du headless. Et enfin, il y en a un dernier, qui n'est pas le moindre pour le coup, c'est la performance. Et il faut bien comprendre que dès qu'on arrive dans une architecture headless, donc on a bien évidemment le choix sur les technos qu'on peut utiliser, mais surtout on va se reposer sur des technologies qui sont beaucoup plus récentes. Et donc ça, c'est hyper important pour vous, pour votre site, et notamment pour tout ce qui est lié au temps de chargement et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui en découle, notamment avec les Web Vitals, si vous êtes familier avec ça. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on doit penser à aller sur cette architecture? Quand est-ce que c'est un bon moment d'y réfléchir? Je vous ai parlé des drivers, mais en chiffres, ou concrètement, qu'est-ce que ça donne, vous, en tant que shop? Donc il y a plusieurs règles, mais les règles, c'est on va dire une intersection entre le sujet du trafic, le sujet de l'UX et le sujet de la maintenance. Donc le trafic, c'est assez simple. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 500K de GMV en dollars, c'est un bon moment pour réfléchir à aller au headless. C'est un bon moment parce que ce que vous allez investir dans ce sujet-là, clairement va être rentabilisé avec le nombre de ventes que vous allez pouvoir générer en plus sur votre shop. Il y a un deuxième sujet, c'est celui des cycles de release que vous allez concevoir tout au long de la vie de votre site. Dès que vous allez changer quelque chose sur votre site, bon, potentiellement votre setup actuel, c'est de faire un ticket, de demander à votre agence, elle le regarde. Bon, elle voit si elle a le temps de changer la petite modification. Donc bon, bah alors si c'est une petite chose, c'est un petit bouton à changer de couleur, c'est facile. Un petit bout de texte, c'est à la limite, vous pouvez le faire vous-même. Mais dès qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu plus technique, ça peut commencer à devenir long. Et là, typiquement, dès que c'est long, bah, vous passez à côté d'une opportunité, vous pouvez passer à côté de ventes, vous êtes plus agile finalement. Et donc là, vous devriez vous dire aussi, bah, tiens, comment je peux améliorer ça? Bah, c'est tout simplement en pensant à une nouvelle architecture pour vous permettre d'être plus agile. Un autre sujet que j'avais évoqué auparavant, c'est les Web Vitals, bien évidemment. Donc ça, aujourd'hui, si vous regardez sur votre site, vous pouvez très facilement regarder les Web Vitals. Et en général, ce qu'on voit sur Shopify, sur mobile, c'est en général, les gens tournent autour de 40%. Ce qui est assez, je vais dire alarmant, mais en tout cas, c'est assez pauvre. On peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, si vous êtes entre 50 et 70, c'est à peu près OK.
Et au-dessus, évidemment, c'est bien. Mais si vous êtes sur une plateforme monolithique type Shopify, moi je vais même couper que vous êtes en dessous de 50, et donc bah, c'est un bon moment pour y réfléchir. Et enfin, il y a je pense un dernier sujet qui est important, c'est celui du trafic. Si vous avez un trafic mobile assez important, qui est supérieur, on va dire de l'ordre de 2 tiers ou supérieur à 70%, bah, c'est un bon moment pour réfléchir aussi. Pourquoi? Parce que l'approche responsive aujourd'hui, ça fonctionne plus forcément très bien, et si vous avez la majorité de votre trafic qui est mobile, concrètement, il faut pouvoir améliorer facilement cette expérience-là, et aujourd'hui, c'est pas possible de le faire avec les plateformes actuelles. Je voulais vous faire rapidement un petit tour de l'écosystème pour que vous ayez une idée un peu aujourd'hui des différentes solutions auxquelles vous pouvez avoir recours. Donc je vous ai dit, il y a d'une part le CMS, d'autre part le back-end et d'autre part le front-end. Donc vous allez faire appel à différents services pour ça. Donc pour la partie CMS, vous allez avoir par exemple Contentful, qui est un des plus gros. Vous avez également Prismic, Netlify ou encore Strapi, donc qui vous permettent de gérer votre contenu au même endroit. Après, pour la partie back-end, donc la partie back-end, finalement, c'est tout ce qui est lié au checkout, à vos produits, aux souscriptions. Donc ça, vous avez typiquement BigCommerce qui vous permet de faire ça. Shopify vous le permet également, ils vont dans cette direction-là aussi. Vous avez également Swell, qui est une plus petite boîte, ou encore Commerce Tools, que là vous devez pour le coup connaître. Et enfin sur la partie front-end, donc là sur la partie front-end, vous avez deux choix. Soit vous allez, vous voulez totalement prendre possession de votre stack, et donc vous allez passer typiquement par Vue Storefront ou Next Commerce, qui sont des providers de framework pour la partie front-end. Ou alors vous pouvez passer aussi par des builders, et donc là, bon, il y en a à peu près 2-3 gros sur le marché. Donc il y a Frontastic, Shogun et nous, donc Once. Alors je voulais vous montrer une petite démo de ce qui était possible de faire avec le headless, pour que vous puissiez vous rendre compte et vous projeter un peu aussi dans concrètement ce qu'on peut être capable de faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée du coup, parce qu'on n'a pas vu techniquement si ça allait être possible de jouer la vidéo. Et bon, pour le streaming, on peut tenter le coup. Hop. Je ne sais pas si on voit l'écran ou pas. Ouais, on voit l'écran, ok. Voilà, bon là typiquement c'est une landing page qu'on avait pensé un peu avec une navigation à la TikTok. Et donc on a un menu en dessous qui va vous faire penser vraiment à une application native. Donc c'est pour vous montrer que finalement on peut avoir une approche qui est très différente par rapport, on va dire, à une approche plus empirique où on va avoir du responsive, où là typiquement on peut complètement pousser le sujet en se disant qu'est-ce qu'on peut faire qui correspond vraiment à une expérience mobile. Donc bon, ça c'est le cas du mobile, client mobile. Mais typiquement, si vous voulez faire une app pour des lunettes, ou si vous voulez faire une app pour un site, enfin une app mobile tout simplement, vous pouvez le faire également. Alors j'ai perdu la présentation. Hop. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc c'est le moment des questions, s'il y en a. Alors en attendant de voir s'il y a quelques personnes qui sont du coup actives, alors déjà impressionnant moi sur la fin, je tiens à dire c'est très personnel, mais de voir le site réellement sur mobile, comment il rend, très impressionnant. Moi j'avais une première question, parce que quand on t'écoute, on se dit mais c'est fantastique, c'est génial, faut y aller.
On y va, comment on fait? La première question, c'est que quand on voit qu'on a tout à y gagner dans le headless, qu'est-ce que ça peut être du coup les freins? Comment on peut traiter les freins? Quelqu'un qui va se dire oh je sais pas, voilà, c'est quoi ces freins en fait à cette personne qui va hésiter, enfin à cette entreprise qui va hésiter, et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Les freins pour une entreprise, c'est ceux qui sont liés au changement en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de se dire tiens, je vais aller dans quelque chose qui a l'air de nouveau, et on se dit est-ce qu'on est capable de bien comprendre la proposition de valeur en fait à travers ça. Et également, il y a un sujet de setup. C'est-à-dire que on a vu des marques qui se sont lancées dans le headless pour qui ça s'est pas très bien passé, par exemple, parce qu'elles ont voulu intégrer tout le sujet en interne, mais s'occuper de toute une stack technique en interne, c'est complexe et on ne peut pas le faire. Et ça, c'est vrai que Shopify, pour le coup, le fait bien. Ils enlèvent cette brique technique. On n'a pas besoin d'être un technicien pour utiliser Shopify. C'est ce qui en fait quelque chose d'abordable quand on ne connaît rien au e-commerce. Donc, en général, le vrai frein, c'est d'être capable d'avoir un bon setup pour maîtriser le nouvel environnement. Et donc, pour maîtriser le nouvel environnement, il faut avoir des bons partenaires. Donc, ça peut être soit votre agence qui peut vous accompagner sur ce sujet-là, soit avoir des personnes en interne qui peuvent vous aider sur certains sujets, et toujours avoir, je pense, quand même du renfort de la part d'une agence, quoi qu'il arrive. Donc être bien accompagné finalement, je crois que c'est la meilleure façon pour franchir le gap. Tout à l'heure, on a vu des éléments un peu d'exemple de ce que tu pensais être du coup le mieux pour faire la transition, par exemple un chiffre d'affaires, ou un taux de conversion mobile, etc. Enfin voilà, comment tu les détermines ces éléments-là pour savoir que c'est un bon moment de faire la conversion? Ça c'est plus en fait ce qu'on a vu nous sur le marché avec les personnes avec qui on travaillait. Et donc c'est aussi simple que ça. Oh d'accord, ok. Vous avez pu travailler avec qui sur ce genre de thématique du coup? On a travaillé avec des DNVB, donc typiquement WeSpring, qui est la dernière que j'ai en tête. Donc voilà, le déclencheur, ça a été vraiment pas une question là pour le coup de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est plus une métrique, un ordre de grandeur pour savoir si on est un peu dans le sweet spot, comme je dirais. Mais chez eux, typiquement, ça a été le déclencheur d'avoir une UX qui soit bien customisée et bien brandée pour eux, et notamment sur mobile. Alors j'ai une dernière question. S'il y a quelqu'un qui vient demain, il t'appelle, il veut passer sur ce site-là, alors j'imagine que ça va dépendre bien évidemment de tout un tas de facteurs, mais combien de temps ça peut prendre? Comment ça se passe les échanges du coup avec l'entreprise pour pouvoir mettre ça en place? Écoute, c'est une très bonne question. La réponse courte, c'est ça dépend. Ça c'est sûr que ça dépend. Ça dépend. La réponse un peu plus longue. Alors en fait, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre déjà du setup actuel et du setup vers lequel on veut aller. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Si on utilise Shopify aujourd'hui et que demain on se dit tiens, je veux pas partir tout de suite de Shopify, on peut utiliser Shopify comme solution back-end et se plugger à des solutions front-end. Ça va prendre moins de temps, évidemment, que si on part de Shopify et on se dit tiens, je vais aller vers Commerce Tools. Donc je vais changer de prestataire pour la partie back-end. Donc ça va dépendre un peu du besoin de la personne. C'est un peu au cas par cas. On connaît tous les limitations de Shopify, notamment par rapport aux variantes des produits. Donc ceux qui m'écoutent et qui sont sur Shopify savent que c'est compliqué. Quand on commence à avoir beaucoup de variantes sur Shopify, ça devient très limitatif. Et typiquement, il y a des marques qui se posent la question de partir de Shopify pour ça. Là, c'est vrai que c'est un bon moteur. Ça prend un peu plus de temps. Et donc, pour d'autres marques, ça peut prendre moins de temps si on reste sur Shopify. Et pour te donner une réponse concrète par rapport à ça, nous, on a fait une migration. Ça a duré à peu près un mois avec WeSpring. Et on espère que ça soit diminué à 2 semaines pour la prochaine personne. Ça fait pas si long, je m'attendais à plus.
Voilà, petite observation, c'était gratuit, mais je m'attendais à plus. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Bah écoute, non, rien de particulier. S'il n'y a pas de questions de votre côté, moi c'est good. Eh ben, merci beaucoup Arthur Bonnecarrère de Hans pour nous avoir parlé du coup de l'avenir de Shopify et de surtout de ce headless, que c'est pas si compliqué et à quel point ça peut être une solution du coup innovante. Merci beaucoup. Yes, merci à vous.